masque. Nous sommes très heureux de vous voir, ça fait longtemps, trop longtemps. Merci vraiment d'être là et d'avoir répondu présent. On sent qu'il y a vraiment une envie et un appétit de votre côté. Donc on est heureux de vous accueillir pour cette première rencontre, qui est une rencontre dédiée à la Semaine d'Art. Alors j'avais des petites choses à vous indiquer. Alors Olivier Pi devait être là parmi nous, il sera là, mais en visio, parce qu'il a eu un dîner vendredi, une personne du dîner est malade du Covid, donc il est diagnostiqué pour l'instant cas contact et doit rester chez lui le temps de faire des analyses, mais il va très très bien. Voilà. Ça se trouve, il n'est pas du tout malade et on l'espère. Mais il tenait bien sûr à être avec nous. Donc Olivier sera avec nous en visio, il va nous parler de la Semaine d'Art, et puis en compagnie de Michel Flandrin, on aura un dialogue avec Jean Bédorini qui est ici avec nous pour parler des jeux des ombres. Jean et Michel, vous pouvez enlever vos masques maintenant, je pense. Alors, question protocole sanitaire. Donc la salle a été désinfectée. On vous demande bien sûr de garder vos masques pendant toute la durée de cette rencontre. On vous demande aussi de rester bien sûr à vos places et de ne pas bouger. Quand vous sortirez, les agents d'accueil vous indiqueront comment sortir. Ce sera orchestré et ce sera de ce côté-là. Voilà, il y a les flux entrants et les flux sortants. Donc on vous demande vraiment d'attendre le signal et de descendre du gradin de façon, on va dire, régulée. Il y aura aussi bien sûr un temps de questions-réponses. Les micros vous seront donnés de chaque côté par les agents d'accueil. Surtout ne vous levez pas pour aller chercher les micros. Et les micros sont désinfectés entre chaque question. Donc je pense qu'on est dans les clous, d'un point de vue sanitaire. Je vous souhaite une belle soirée en compagnie de Jean Bédorini, Michel Flandrin et Olivier. C'est à toi. Allô, allô, m'entendez-vous? Bonjour à tous. Bonsoir Olivier. Salut Jean, salut Michel. Bon, je vais rajouter quelques précisions à ce qu'a déjà dit très bien Virginie. D'abord, je suis infiniment triste d'être à quelques mètres de vous, de ne pas pouvoir être avec vous. Je ne suis pas malade, je ne suis pas contaminé, je suis ce qu'on appelle un cas contact, ainsi que tous ceux qui ont dîné chez le préfet avec la ministre de la Culture vendredi soir. Nous étions une dizaine, heureusement pas très nombreux, mais nous sommes tous condamnés à une semaine d'attente et recluse parce qu'il faut attendre une semaine pour que les tests soient absolument efficaces. Bon. Je ne tenais absolument pas à mettre en danger qui que ce soit, donc je dois me priver du plaisir d'être avec vous ce soir. Dès que nous avons dû annuler le Festival d'Avignon, je reviens toujours avec angoisse sur ces quelques jours qui ont été vraiment le cauchemar d'une équipe, le cauchemar d'un directeur. Nous avons imaginé que nous pourrions faire un festival de moindre importance, évidemment, durant l'automne. À l'époque, on ne pensait pas qu'il y aurait une deuxième vague et qu'on aurait d'autres difficultés à l'automne. On imaginait la Toussaint comme un lieu tout à fait débarrassé des dangers de contamination. Mais peu importe, en tout cas, on s'est accroché à ce rêve et j'ai proposé qu'on l'appelle une semaine d'art en Avignon. Alors beaucoup, sinon tout le monde le sait, une semaine d'art en Avignon, c'est le premier nom du festival d'Avignon. C'est celui que Jean Villard a donné en 1947 et en 1948. J'ai une très belle affiche dans mon bureau. Et donc, pas de mot festival, et ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il avait lieu en septembre à l'époque, et qu'il ne durait qu'une semaine. Alors, je m'excuse auprès des Avignonnais pour le « en Avignon », j'aurais préféré une semaine d'art à Avignon, mais j'ai dû respecter le titre qui avait été choisi en 1947. Ce titre nous permet de revenir à l'idée du festival, bien plus modeste, évidemment, mais peut-être lié à son origine, et il n'y a pas d'autre origine que le théâtre populaire, que la volonté de faire rencontrer le public et les œuvres d'art les plus exigeantes. Donc, tous ensemble, nous allons vivre cette expérience qui, malgré tout, est inédite, et je me réjouis qu'à partir de
cette semaine, on ait l'occasion de repenser le Festival d'Avignon et de le penser en dehors du calendrier estival. Juste quelques mots avant de rentrer dans le programme sur ce qui s'est passé ce week-end à la Fabrica et au Palais des Papes, c'est-à-dire les états généraux des festivals. J'ai été très émerveillé de ces prises de parole, pour une fois sans polémique, je vous assure que ça repose, et tout au service de la décentralisation. Depuis quelques années, j'appelle de mes voeux une nouvelle énergie dans la décentralisation, et en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était déjà là, qu'elle était déjà à l'œuvre avec de nombreux jeunes directeurs qui ont hérité des idées fondamentales de la démocratisation culturelle. Je sais que Jean en fait partie et ô combien. Donc l'aventure continue, tout ça pour vous dire que l'aventure continue, elle se réinvente, elle doit toujours se réinventer, et c'est le propre d'un festival que d'avoir cette souplesse et de répondre aux changements les plus fondamentaux que la société nous apporte. Par rapport à cette semaine d'art en Avignon de Jean Villard, nous faisons avec la Maison Jean Villard un petit colloque sur justement cette première forme du festival, mais je pourrais y revenir puisque ça fait partie des ateliers de la pensée. On ouvrira avec Trace, un spectacle de Felwine Sarr, un texte de Felwine Sarr, qui est sous-titré Discours aux nations africaines. C'est un texte qui est arrivé comme une véritable bombe dans le monde post-colonial ou malheureusement néocolonial. C'est un texte absolument indispensable, fondateur d'une énergie politique inouïe et qui propose aux nations africaines de cesser d'être dans le ressentiment du monde post-colonial, de cesser d'attendre aussi des autres nations une aide qu'elles ne doivent trouver qu'en elles-mêmes, et qui rappelle que tout le continent africain a en lui-même des ressources humaines lui permettant d'entrer de plein pied dans le 22e siècle, dans la deuxième partie du 21e siècle, dans le 22e siècle. Et puis c'est porté par un acteur et un conteur, Étienne Minoubou, absolument prodigieux. Dès qu'il entre en scène, on ne peut pas le quitter des yeux. Le tambour de soie de Kaori Toyoshi Oida, qui retrouve un peu l'idée que nous avions de faire un festival autour des figures de Eros et Thanatos, ce que Jan Peiming a illustré avec ces deux tigres furieux dont on a fait encore l'affiche de la semaine d'art, vraiment une œuvre sidérante de beauté. C'est à partir d'une sorte de no moderne qu'avait écrit Mishima, l'histoire d'un jardinier amoureux d'une danseuse, et elle lui dit qu'elle répondra à ses avances quand il fera sonner le tambour, mais elle lui donne un tambour tendu de soie, et donc ce tambour reste muet. C'est le retour de Yoshi Oida à Avignon, qui tenait très profondément et qui était particulièrement déçu par l'annulation. Je n'ai pas souvenir qu'il soit revenu depuis le Mahabharata de Peter Brook. Le jeu des ombres de Valère de Farina, mais je ne vais pas beaucoup en parler parce que Jean est là, et donc je le laisserai présenter ce spectacle. Si ce n'est que moi je l'ai vu dans une version film et vidéo, et que j'ai été hypnotisé par la beauté des acteurs, par la beauté de la langue, par l'énergie à la fois mélancolique mais en même temps très vitale qu'il y a dans ce spectacle, dans cette langue, qui reprend le mythe d'Orphée. Alors on aurait dû avoir un autre Orphée dans la cour, j'en suis extrêmement triste, mais nous aurons tout de même cet Orphée à la Fabrica. Melissa Doble, donc ça veut dire les faux jumeaux en espagnol. Ces faux jumeaux, ce sont Israël Galvan et Nino de Lecce. L'un danse, l'autre chante, mais ils sont très comparables parce qu'ils ont été des enfants terribles du flamenco. Ils ont inventé un rapport au flamenco qui n'était pas passéiste, qui héritait pleinement des formes de leur père, mais qui en même temps s'ouvrait au reste du monde, à un plus grand métissage et une invention artistique
artistique extrêmement grande. Alors, on a la chance de les avoir pour ce spectacle, parce qu'ils avaient un calendrier extrêmement contraint, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ceux qui osent hériter d'une tradition et en même temps la faire voler en éclats. Andromaque à l'infini jouera à Avignon et en dehors d'Avignon, puisque c'est notre proposition pour un spectacle de décentralisation, c'est une proposition de Gwenelle Morin. Je ne vais pas vous parler d'Andromaque, la pièce de Racine, qui bien sûr est très bien connue, mais simplement cette version est une version chorale, c'est-à-dire que tous les acteurs prennent en charge la totalité du texte sans se soucier de distribution de rôle, et même certains soirs ils inversent leur prise de rôle. Moby Dick est un spectacle de marionnettes, mais aussi un spectacle de théâtre, donc de théâtre de marionnettes. Vous savez que ce texte de Melville a donné lieu à de très très multiples adaptations. Il est pratiquement une métaphore de la recherche artistique. Il peut être aussi tout à fait lié à notre thème qui était Thanatos, puisque cette recherche artistique conduit à la mort, cette baleine blanche introuvable et recherchée ne peut conduire qu'à la mort. Alors les marionnettes de Ingrid Aspélis ont des tailles très 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 différentes, et c'est une des raisons pour lesquelles malheureusement on a dû encore baisser un petit peu la jauge. J'en suis désolé, mais c'est à cause de la taille de la baleine qu'on a dû supprimer quelques rangs. Le Raoul collectif propose une cérémonie, alors de ce que j'ai pu comprendre, parce que quelquefois ils sont assez surréalistement obscurs, mais peut-être que Michel réussira mieux que moi à synthétiser, mais enfin une cérémonie serait une cérémonie de griot, et cette cérémonie de griot serait paradigmatique d'une opposition à la violence du monde mondialisé et du monde capitaliste. Il y a toujours énormément d'humour dans leur spectacle, comme dans Rumeurs et Petits Jours, qu'ils avaient fait, je crois, en 15, je ne me rappelle plus si c'était 15 ou 14, et en même temps, il y a toujours une pensée politique extrêmement exigeante. Je vous le disais, les ateliers de la pensée seront présents, avec encore de nombreux partenaires, notamment avec la Fondation Yvon Lambert. On agitera un petit colloque sur le sexe et l'art, et puis beaucoup d'autres propositions, évidemment, en lien avec les spectacles et des rencontres avec les artistes. Viva Villa est une exposition de la Fondation Yvon Lambert à partir des résidences d'artistes, dont la plus connue, évidemment, est la Villa Médicis. Donc il ne s'agit pas seulement d'art plastique, mais aussi de performances, de musique, de créateurs, tous azimuts, qui se rencontrent avec une volonté justement de croiser les disciplines et de favoriser l'indiscipline. J'ai oublié de vous dire que notre jauge était redescendue de 10 000 places à 5 000, ce qui est encore très difficile à vivre, particulièrement pour les services de la billetterie. Nous en sommes désolés, mais bien sûr, ce sont les contraintes sanitaires qui nous y obligent. Je rappellerai les mots de la ministre qui a dit à l'endroit même où vous êtes assis qu'on était plus en sécurité au théâtre que dans sa famille. Je le pense aussi, je pense vraiment que les théâtres ne sont pas un endroit plus contagieux que les métros, les boulots et les trains, et que donc il faut absolument qu'ils réouvrent et que nous nous remettions à jouer. Nous avons choisi aussi de proposer un tarif unique, qui est un tarif de 15 €, qui est encore dégressif pour les moins de 25 ans. Je n'ai pas tout dit, mais j'ai déjà dépassé les 10 minutes que je devais avoir. Je sais que regarder les vidéos n'est pas aussi amusant que de m'entendre dire des bêtises en présence. Je m'en excuse. Ma capacité d'humour s'en trouve légèrement infléchie. J'aurais aimé être avec vous. Je vous salue, je vous remercie d'être là et je vous laisse avec ces deux merveilleux jeunes gens. À bientôt. Merci Olivier, c'est ce qu'on appelle l'instant. Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle rencontre.
cas, et de rendre compte qu'il n'est pas tout à fait comme les autres à cause des procédures sanitaires, et puis parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Bonsoir Jean Bellorini. Bonsoir. Donc nous allons parler bien sûr du jeu des ombres, mais auparavant, quand je vois un peu votre biographie, vous avez enseigné notamment au département supérieur jeune chanteur du Conservatoire de Paris. Vous avez également enseigné à l'école Claude Mathieu, qui est une académie musicale d'une certaine manière. Au départ, votre première passion, c'était le théâtre ou c'était la musique? C'est le théâtre ou c'est la musique? Je crois que je ne sais pas très bien quelle est la différence entre le théâtre et la musique. En tout cas, entre la musique que j'aime, qui est une cérémonie, qui est du théâtre, et le théâtre que j'aime, qui est le théâtre du sensible, de la musique, des sens, et qui dépasse bien toute conception intellectuelle ou intelligente d'un théâtre. Donc je ne sais pas, je crois que c'est le théâtre et la musique. Alors néanmoins, vous avez créé une compagnie de théâtre, vous avez également dirigé des théâtres, notamment le théâtre Gérard-Philippe de Senny. Vous avez été d'abord artiste associé, puis après vous avez pris la direction du lieu, et puis depuis le début de l'année, vous êtes le directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Olivier Epi a parlé de la décentralisation. Saint-Denis, Villeurbanne, c'est très connoté au niveau social, c'est très important au niveau de la décentralisation. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette notion de décentralisation? C'est ce qui donne du sens au théâtre de service public, c'est-à-dire qu'il puisse ouvrir les portes, s'adresser à tous, et qu'évidemment que c'est avec des œuvres les plus exigeantes qu'on peut atteindre, en tout cas le but, mais c'est en allant vers les publics qui a priori ne sont pas familiers de notre théâtre que les artistes peuvent trouver le sens. J'ai l'habitude de dire que je sens intimement le besoin de rester connecté à la vie. Et pour moi, une des seules façons que j'ai trouvées, c'est de faire du théâtre avec des jeunes gens. Et je crois que le théâtre a besoin de l'art autant que l'art a besoin du théâtre, et que c'est un dialogue permanent, et que chaque artiste, au fond, a sa manière de communiquer avec le monde. Moi, ça passe par la transmission et par le fait de communiquer la pratique théâtrale. Et je dis bien la pratique, et c'est en ça qui n'est pas tout à fait la même chose que l'école du spectateur, où on peut avoir un choc énorme, plastique ou esthétique. Mais je pense qu'on a besoin, qu'on devrait, pour le coup, démocratiser absolument pour tous le théâtre à l'école et le passage de l'être humain sur un plateau de théâtre. Je crois que c'est peut-être la plus grande école de la vie. Dans la troupe absolument merveilleuse du Jeu des Ombres, est-ce qu'il y a des membres de la troupe éphémère? Il y en a deux. La troupe éphémère, c'est une troupe que j'ai fondée en arrivant à Saint-Denis, qui continue de vivre maintenant au TNP, qui est précisément une troupe d'amateurs qui doit être éphémère parce qu'il faut que les amateurs changent et que les amateurs entre 15 et 20 ans, pour être un peu caricatural, ça arrive que ça soit un peu plus ou un peu moins. Et tous les ans, je mets en scène un spectacle, une création sur le grand plateau du théâtre, plusieurs représentations de suite avec toute une production, etc. etc. Et c'est au fond ça bouleverse évidemment la vie de tous ces jeunes gens. L'idée de constituer un groupe d'amateurs le plus différent possible, pas du tout forcément des gens qui ont déjà fait du théâtre, pas du tout forcément des gens qui sont extrêmement lettrés, voilà, mais justement d'avoir un groupe le plus éclectique possible. Et on crée un spectacle et maximum 2 fois de suite, ils peuvent avoir la possibilité de le faire. Et c'est évidemment pour moi une source de nourriture immense, et je pense que ces acteurs-là, de cette troupe éphémère, de ces troupes éphémères, parce que maintenant il y en a eu près de 7, en tout cas on entame la 7e au TNP à Villeurbanne, je pense que ces comédiens-là sont les plus grands ambassadeurs de la démocratisation culturelle, en tout cas du théâtre ailleurs. C'est-à-dire, notamment ces soirées de représentation sont pour moi les plus belles soirées d'un public idéal. Un public constitué d'amateurs, de gens qui n'ont jamais été au théâtre, d'amis, de jeunes gens, voilà, sans aucun artifice, sans aucun volontarisme de la part du travail des relations publiques, par exemple. Là, ça se fait naturellement parce que les ambassadeurs sont sur le plateau et qu'ils savent fédérer et réunir la cité au théâtre.
Alors, rappelons également qu'en 2016, vous nous aviez présenté au Festival d'Avignon, devant déjà une falaise minérale, hein, c'était à la carrière Bourbon, les frères Karamazov d'après Dostoïevski. Alors, Orphée, j'ai vu dans une de vos interviews que vous aviez dit que l'Orphée de Monteverdi, c'est le premier opéra de l'humanité. En tout cas, c'est ce qui a défini tout d'un coup le genre de l'opéra. C'est l'œuvre matrice. C'est l'œuvre matrice. Et surtout, pour moi, c'est pas tant que c'était le premier, mais c'est peut-être la plus belle déclaration d'amour à la musique. Et à la musique comme art universel et suprême, je dirais. L'art du sensible, c'est-à-dire l'art qui fédère, l'art qui réunit, l'art qui soulève les cœurs des acteurs, les cœurs des chanteurs, les cœurs des musiciens et les cœurs des spectateurs. Et ensemble, nous avons le cœur soulevé et nous réunissons à cet endroit-là. Et je crois que ce que j'aime par-dessus tout au théâtre, c'est de sentir que je vibre d'une certaine manière différemment de mes voisins, mais qu'une vibration est partagée. Et j'aime cette notion d'intime et de singulier partagé avec un grand collectif. Et la musique le permet bien au-delà de la langue française, par exemple. Et la langue de Novarina, en l'occurrence, est peut-être encore une nouvelle langue. Alors justement, Valère Novarina, puisque finalement le jeu des ombres, c'est la rencontre entre vous-même, le mythe d'Orphée, puis Valère Novarina. Pour vous, Valère Novarina, qu'est-ce que ça représente? Vous êtes déjà confronté à Valère Novarina, notamment dans l'opérette imaginaire qu'on a eu l'occasion de voir à Avignon, c'était en 1999. Il représente la poésie à l'état brut. Il me fait un bien fou aujourd'hui, où je crois que j'ai du mal à savoir ce que j'ai envie d'entendre au théâtre, dans ce moment qu'on partage. Déjà, je suis quand même extrêmement ému et touché d'être face à une assistance, et comme ça, d'être en vrai et en présence. Ce mot de présence et de résonance des corps vivants est quand même fondatrice du théâtre, tout court, au-delà de toute forme médiatique ou réseau ou tout ça. Et au fond, Valère, depuis toujours, pour moi, représente exactement cet auteur qui revendique que la parole n'est pas une nécessité de communication. Ce n'est pas un acte de communication, c'est un acte de partage, au même titre que la musique, que le chant, que n'importe quel art. Mais on ne parle pas pour se comprendre, on parle peut-être justement pour être au-delà de la compréhension. Et alors, je pourrais en parler des heures de mon amour pour cette rythmique, ce flow, cet engagement, ces sonorités qui sont les siennes, et cet imaginaire. Mais je crois que ce qui me touche particulièrement, peut-être en ce moment, et peut-être au moment où nous l'avons travaillé, on a commencé les répétitions fin mai finalement, donc exactement au moment de la reprise, c'est cette dimension, cette conscience de l'extraordinaire. Tout d'un coup, un acteur entre, et juste la présence, la vibration d'un mot est suffisant. Et au même titre qu'un musicien joue d'une note, tout d'un coup, voilà, on écoute ensemble, on entend ensemble, et les mots résonnent ensemble. Plus qu'évidemment, alors après, quand je lui ai demandé d'écrire d'après le mythe d'Orphée, c'était suite à une proposition d'Olivier que nous puissions faire un spectacle dans la cour d'honneur. Et je ne savais pas. Quoi, je savais que j'avais envie de mettre de la musique dans le spectacle, je savais que j'avais envie de rendre hommage au théâtre, tout simplement, et je savais que j'avais envie que ce soit un auteur vivant. Et j'avais envie d'un grand mythe, d'une histoire qu'on puisse partager tous, de quelque chose d'universel, en tout cas, que l'on reconnaît ensemble. Et donc, je m'adresse à Valère Novarina, je lui demande s'il serait prêt à écrire d'après le mythe d'Orphée, en lui soumettant l'idée que j'allais, moi, y incorporer des moments de musique de Monteverdi, des moments de chant, notamment, de l'Orfeo de Monteverdi. Et j'avais comme ça l'intuition que dans cette cour d'honneur, face à ce mur, devant ce mur humain, comme Novarina aime à le dire, c'est tous ces spectateurs, sous les étoiles,
eh ben, nous allons pouvoir nous poser cette question de pourquoi Orphée se retourne sur Eurydice. Et je ne pensais pas à l'époque que ça aurait pu avoir autant de sens que quand nous avons commencé à le travailler. Je ne pensais pas me poser autant la question du risque que représente la vie, tout court. Et j'ai adoré travailler cette langue qui est mystérieuse, qui nous échappe tout le temps, qui est presque incompréhensible. Mais parce que, en ce moment-là, à ce moment-là et en ce moment encore, bien au-delà de ce que l'on essaie de se dire, tout d'un coup, le fait de se toucher avec un mot, de se comprendre sensiblement, est plus fort que tout. Et la question que véhicule, évidemment le mythe, mais même la pièce, je crois, c'est la question de pourquoi l'artiste a-t-il... Enfin, est-ce que l'artiste revendique la vie avant tout ou le sanitaire possible? Et je pense que dans la langue de Novarina, pour répondre à la question, pourquoi je l'aime, parce qu'elle met du survivant. Les acteurs sont obligés d'être survivants au sens que la vie déborde d'eux-mêmes. Et cette logorée, cette incarnation au sens du mot incarné, pas du personnage, elle est merveilleuse en ce moment, je crois, à sentir palpablement, enfin concrètement. Alors comment ça s'est passé? Parce que d'un côté, vous aviez un premier chef-d'œuvre, qui est donc l'Orphée de Monteverdi, et puis vous avez Novarina qui vous fait un texte, qui vous propose un texte. Et souvent, d'ailleurs, dans les spectacles de Novarina, il y a toujours une petite phrase au début, où un acteur ou une actrice nous dit « Attention, ça va être long. Ça va durer longtemps. » Il nous avertit. Alors, comment ça s'est passé dans l'utilisation de cette matière absolument extraordinaire qui peut être un texte de Novarina et un chef-d'œuvre de l'humanité? Alors, je lui avais demandé d'écrire un texte court, ce qui était absolument impossible et contradictoire avec l'essence même de l'écriture. Il nous a livré un premier texte en janvier, et moi je lui avais dit je veux et je vais mettre de la musique et la musique de Monteverdi qui prendra la place, et je veux faire à la Cour d'honneur un spectacle pas trop long, je veux que ce soit... évidemment, ce n'était pas du tout le cas. Et très très vite, il nous a en fait laissé totalement libre d'aller piocher avec les acteurs des passages qui correspondaient à ce que nous voulions dire aujourd'hui et ici. Et du coup, forcément, en dialogue et en résonance avec l'opéra et avec le chant. Par rapport à Orphée et Eurydice, au mythe d'Orphée, donc je me doutais que ça allait être extrêmement libre comme adaptation. Ça n'est évidemment pas une adaptation du mythe, mais c'est une pièce de Valère Novarina, et je crois qu'il a raison de revendiquer que c'est une pièce qui s'appelle Le jeu des ombres. Et longtemps, il y avait une espèce de sous-titre ou d'envie de sous-titre qui aurait pu être d'après l'Orphéo ou d'après un mythe d'Orphée. Et Valère disait non, c'est la pièce, c'est une pièce, et je ne sais pas quelle raison. La première version du texte, aujourd'hui il y a quand même un peu plus d'aller-retour avec le mythe, mais dans la première version, la seule allusion directe à Orphée, c'était « Où sont Orphée et Eurydice ?» Et l'autre personnage répondait « Leur scène est passée ». C'est tout. Et puis, il a réécrit, il y a eu, je ne sais pas, près de 10 versions, et à chaque fois, il y avait des dialogues et des allers-retours entre nous, ce que moi j'imaginais, avec les acteurs dans le travail, et Valère réécrivait. Puis Valère a besoin d'écrire jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de l'édition. Là, le POL publiera son texte intégral en même temps que la création du spectacle. Le texte, au fond, est très très différent du texte du spectacle, qui est un concentré totalement subjectif de l'œuvre proposée. Et ce qui nous a guidés, alors bien sûr ce sont les acteurs, c'est la distribution. D'ailleurs, la seule chose qui était claire au début du travail, c'était la distribution, c'était ces gens avec qui je voulais travailler. On a cité tout à l'heure les deux très jeunes acteurs issus de la troupe éphémère, qui donc ont 17 ans, enfin 18 depuis très peu de temps, et à peine 21 ans. Et puis d'autres acteurs qui sont des fidèles de la troupe que j'ai fondée tout jeune, à la sortie de l'école, avec qui je travaille maintenant depuis plus de 15 ans. Et puis des plus anciens
comme par exemple une ancienne comédienne du Berliner Ensemble avec qui j'avais travaillé quand j'ai été mettre en scène là-bas. Voilà, essayer tout d'un coup fédérer, réunir toutes nos histoires de théâtre, toutes nos aventures théâtrales depuis notre début, comme une espèce d'hommage à tous ces fantômes au théâtre de manière plus large que nous, bien sûr. Mais ça part de la distribution. Alors, ce spectacle, il aura eu un destin très particulier, puisqu'il n'a pas été créé encore sur un plateau, il a été déjà diffusé sur le petit écran. Et en voyant la captation qui a été faite par France 5, on a l'impression qu'il y a à la fois il y a des extraits de l'Orfeo, et puis après il y a le texte de Nomarina, et que les personnages de Nomarina, ils jouent un peu comme le chœur, mais pas un chœur d'opéra, mais comme un chœur antique. C'est-à-dire qu'ils commentent plus ou moins ce qui a été chanté. En écoutant Valère et en lisant cette pièce, on se disait qu'ils sont tous des Orphées, ou ils sont tous, toutes et tous, ou toutes et tous des Eurydice, dans tous les genres possibles. Et effectivement, c'est une parole partagée. Ce qui était extrêmement émouvant et touchant, c'est que dans les premières propositions, les premières lectures de la pièce, Valère avait nommé tous ces personnages, en tout cas la plupart, par des noms d'acteurs avec qui lui a travaillé et qui aujourd'hui ne sont plus. Je pense à Daniel Znik par exemple, mais en fait il y en a beaucoup qui ont disparu. Et le fait que tout d'un coup les acteurs puissent se dire que l'auteur a donné cette réplique, peut-être d'ailleurs de manière totalement aléatoire, mais en tout cas à penser à ces acteurs-là était extrêmement particulier. Tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est de l'ordre du commentaire de l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. C'est vrai que ce qui me rassurait depuis le début, c'était de me dire que de toute façon il y aurait une espèce de fil narratif qui est l'histoire d'Orphée et Eurydice, très très simple, mais le mariage, la mort d'Eurydice, la descente aux enfers d'Orphée, et il remonte, et juste avant, il se retourne, bien qu'on lui ait demandé de ne surtout pas le faire, et il la perd à tout jamais, parce qu'il a eu besoin de la voir, parce qu'il a eu besoin de l'aimer passionnément, au même titre que parce qu'on a pu en ce moment avoir besoin d'aller aimer et embrasser des personnes fragiles. Et cette question de est-ce qu'il vaut mieux s'aimer passionnément au risque de mourir, ou est-ce qu'il faut mieux protéger mais au risque de ne plus vivre intimement, voilà, c'est cette question-là, évidemment je n'ai pas de réponse, mais donc très vite en fait c'était de l'ordre de la question, de l'évocation avec le mythe d'Orphée, avec la musique de Monteverdi, qui effectivement ponctue la narration, qui vient donner une sensation de sens, en tout cas de raison, et avec ces acteurs qui posent des questions, ces acteurs qui sont comme des âmes en peine, des âmes errantes dans les dessous des dessous, qui accueillent les nouveaux morts et qui accueillent tout d'un coup un petit Orphée qui viendrait chercher son Eurydice. Alors, vous avez parlé de musique. Alors, certes, il y a des extraits de Orphée de Monteverdi, mais il y a aussi des chansons écrites par Valère Nomarina avec une musique originale. Et dans le spectacle, il y a des moments où il y a des accents bluesy. Il y a un moment, la transition entre la première et la deuxième partie, parce qu'il y a deux parties assez distinctes, avec cette actrice extraordinaire qui vient d'Allemagne. On a l'impression qu'on est à Berlin, dans un cabaret dans l'entre-deux-guerres. Donc on voyage vraiment à travers les styles musicaux également. Je crois que ça fait vraiment partie de l'écriture de Valère, à mon sens. On est dans quelque chose d'extrêmement vertical, extrêmement puissant, extrêmement même métaphysique. C'est un dialogue avec le ciel, clairement. Et en même temps, on est proche du cirque. On est proche d'une chanson de rue. Où les personnages ont souvent des allures clownesques, d'ailleurs, au niveau du vêtement. Oui, en tout cas, c'est cette volonté de communiquer et de chanter tout ce qu'on a dans le cœur. Et au fond, d'ailleurs, il y a beaucoup de moments qui sont mis en musique qui n'étaient pas forcément des chansons dans le texte, mais que les acteurs se sont mis... On a beaucoup travaillé cette question-là, c'est-à-dire tout l'enjeu
du rapport à Monteverdi, c'était qu'est-ce qui est chant ou qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est musique vivante et qu'est-ce qui est écrit. Et cette question, au fond, enfin, peut-être il n'y a que le silence qui est de la véritable musique d'ici et maintenant. Tout le reste est prévu, donc quelque part déjà figé, peut-être déjà dépassé. En tout cas, il y a cette question-là. Et donc les acteurs, très régulièrement, je leur demandais de se mettre à chanter. De se mettre à chanter. Il y a une adresse, comme toujours chez Valère de Varina, enfin, vous disiez clownesque, mais en tout cas très frontale, très adressée. C'est aussi grâce à ça qu'on a pu se permettre de travailler aussi librement dès le mois de juin. C'est qu'on n'est pas dans des sensations très... on n'est pas dans des formes de sensualité extrême et de rapprochement d'acteurs. On est dans des acteurs qui profèrent, qui parlent face publique, qui donnent à entendre quelque chose se fasse. Donc on s'est très peu posé la question, par exemple, du Covid et de toutes ces questions-là. Voilà, on l'a évacué, on a commencé les répétitions avec des règles. On était le tout début juin, hein, en se disant qu'on ne s'approche pas trop. Et puis au bout d'un moment, de toute façon, on était tous tout le temps ensemble. Mais très vite, on s'est aperçu qu'en fait, on ne déplaçait pas l'œuvre. On était dans la musique, on était dans la musique des mots, et de temps en temps, de la musique des mots, on basculait dans la chansonnette, dans la chanson de rue, dans la chanson de cirque. Et les musiciens qui étaient là pour porter a priori Monteverdi, en fait, se réunissaient autour de la chanson. Et je disais au tout début que pour moi, c'est ce qui réunit les spectateurs et les acteurs au-delà d'une réflexion. C'est la même chose. Souvent, ces chansons étaient écrites de manière totalement improvisée, où je me mettais au piano, voilà, mais il n'y a pas une partition préécrite, prédéfinie, d'un moment qui aurait été certainement chanté dans une tonalité, bon, pas du tout. C'est le souffle de l'acteur, c'est le prolongement de la survie de l'acteur, du au-dessus de la vie. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à tout ce que nous a dit Jean Bellorini? Si vous désirez vous exprimer, vous levez la main et on vous apporte au micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Oui, madame, juste au-dessus de la caméra. Le micro arrive. Pour la première fois de ma vie, mais enfin, il faut le faire. Je suis, comme tout le monde, très très émue de vous voir devant nous, non pas devant un écran comme Olivier. Je compatis beaucoup à sa douleur même et son émotion qui ne passe pas directement, comme vous disiez, avec le langage, la sensualité des corps, des mots, voilà. Donc, j'avais vu... comme beaucoup, je suis tellement émue de parler, Karamazov, à Boulban, et c'était d'une grande rigueur, d'une clarté dont on se souviendra toujours de ce travail, et même je pense que maintenant, bien que nous n'allions plus jamais à Boulban, cette hausse, cette falaise résonne encore de votre travail. C'était tellement magnifique, enfin ce rail, qui était l'horizontalité de la vie, de toutes les douleurs, de toutes les souffrances des personnages face à cette verticalité de la falaise. Bon, je ne vais pas développer, j'ai écrit déjà, voilà, je suis vraiment très contente de vous voir, mais justement en attendant vraiment de voir, bien sûr, votre spectacle, Jeu des ombres. Quand vous parliez de la musique, justement, j'avais remarqué déjà dans Karamazov, bon, votre amour de la musique, ça tout le monde le sait, connaît, mais cet éclectisme de la musique déjà dans Karamazov, parce qu'il y avait du piano très très romantique, et ensuite une passion à une fanfare très populaire qui m'a rappelé d'ailleurs à Boulban, là dans Uburois, il me semble, je ne sais pas, enfin, bon, c'était tout à fait
très contrasté. Donc nous aurons également ici toutes sortes de musique. Et voilà, alors je vous remercie. Vous avez une imagination débordante, des ça beaucoup long, mais surtout une rigueur de travail pendant 5 heures, avec un froid abominable. On ne s'est pas ennuyé une seconde. Bon, à l'époque, on pouvait encore boire un petit coup si on voulait. Hein. Heureusement, on avait encore la liberté. Bon, là, nous n'avons plus de liberté, bien évidemment. Il faut le masque, se séparer, ne rien boire. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et merci à Olivier et toute l'équipe d'avoir programmé cette semaine qui, moi, m'a fait passer un été un peu moins triste parce que, comme toute personne d'Avignon, ne pas avoir le festival, c'est une petite mort. Voilà, on a pas envie de se mourir. Vivre sans festival à Avignon, il vaut mieux partir. Voilà. Merci. Nous sommes en train de ressusciter. Merci pour cette appréciation. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Bon, alors ce spectacle, quand on le voit, puisqu'on peut le voir déjà, mais pas en vrai. C'est assez terrible, pardon d'ailleurs. Enfin, au tout début, je voulais absolument pas le capter et le filmer, ce spectacle, avant qu'il ait lieu. Et en même temps, au début, on a dit non. On devait répéter en juin et en juillet, évidemment. Et c'est ce qui nous a quand même permis de tenir. C'est-à-dire que sans un but, sans la rencontre avec les spectateurs, répéter n'a aucun sens. Et en fait, on a utilisé, pour être très sincère, hein, très honnête, on a utilisé cette captation comme moteur de tout le travail des répétitions et comme, voilà, pour qu'on ait un point en vue. Est-ce qu'on peut parler de théâtre dans le théâtre, surtout dans la première partie, avec ce plateau, avec des servantes, donc ces lampes qui sont allumées lorsqu'on ne joue pas sur le plateau, et en ce moment des servantes, il y en a beaucoup qui sont allumées un petit peu partout, ces rideaux qui peuvent évoquer des rideaux de scène. On a l'impression, et il y a quand même une très forte émotion, même si c'est une image, par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on continue à vivre, quand tout à coup on est dans un théâtre, on ne sait pas s'il est en train de revivre ou s'il est en train de s'éteindre. C'est une sensation qui est très particulière et qui, je trouve, est profondément émouvante, déjà sur l'image. En tout cas, c'est exactement l'endroit qu'on cherchait. Est-ce que c'est la naissance ou est-ce que c'est la mort? On ne sait pas très bien. Et d'ailleurs, est-ce qu'un acteur naît en scène ou est-ce qu'il meurt en scène quand il apparaît? Voilà, c'est ces questions-là qui restent ouvertes, évidemment. Ça résonne très fort avec la langue et telle que je voulais entendre la langue de Valère de Marina, qui peut-être est un tout petit peu différente de quand lui le met en scène. Je suis sûr, enfin je suis convaincu que dans l'écriture de Valère, il y a cette dimension joyeuse, il y a cette folie langagière, il y a ce rythme effréné, cette joie, ce cirque, ce petit ressort au-dessus de la tête de chaque acteur en permanence. Et en même temps, je suis convaincu d'une immense profondeur presque métaphysique et extrêmement douce. Et j'avais envie, on avait en tout cas envie de rendre compte particulièrement à ce moment-là d'un spectacle doux et d'une chose organique, d'une respiration commune. Et ça résonne comme ça avec cette sensation que les acteurs débordent de vie ou au contraire s'éteignent, en tout cas respirent et jusqu'à ce que le souffle se ralentisse. Et de la même manière que certaines listes, évidemment comme dans tous ces textes, il y a de nombreuses listes, listes qui habituellement sont de l'ordre de l'accumulation ou en tout cas de l'addition, encore ça, encore ça, encore ça. Et je crois que dans ce spectacle, on entend une soustraction, on entend une perte. On entend, par exemple, une liste d'espèces d'oiseaux, et chaque prononciation, chaque fois que l'acteur prononce l'espèce, c'est comme si on avait la disparition de cette espèce. Et il y a quelque chose comme ça qui s'éteint, effectivement, qui correspond peut-être aussi à ce mythe d'Orphée, enfin cette perte définitive, quelque chose qui aurait voulu
vivre pleinement et qui finalement s'est trompé, ou en tout cas maintenant perd. Mais c'est cette question du théâtre. Est-ce qu'on vient au théâtre, je crois, on est touché au théâtre par les perdants. On va voir un match de rugby pour voir les gagnants, et on vient voir une tragédie pour voir ceux qui perdent. Comment sont intervenus, comment sont arrivés dans cette aventure une dame qui était sur ce plateau l'été dernier, enfin l'été 2019, Lewis versus Alice, Macha Makayev qui a créé les costumes, puis Thierry Thionang qui est chaque année chorégraphe associé, pas forcément à un spectacle de danse, mais à un spectacle de théâtre au Festival d'Avignon. Alors c'est c'est deux personnes très différentes. Macha Makayev qui donc crée les costumes du spectacle. C'est une complicité de longue date maintenant. Elle crée les costumes des spectacles que je fais depuis plusieurs créations, depuis 5-6 spectacles. Et moi, je crée les lumières des siens. Et il y a une espèce de... C'est la famille. En tout cas, on se retrouve. Je ne sais pas comment ça se raconte. Je sais que ça fait partie des artistes avec qui on a un dialogue absolument nourricier et nourrissant. Tout au long de la vie, on a besoin de connivence, on a besoin de retrouvailles, on a besoin d'assurance aussi. En tout cas, je crois que Macha, autant que moi, je passe ma vie à douter et à ne pas savoir, et à être accompagné de temps en temps par d'autres artistes que l'on aime. Pareil, c'est une nécessité. Au même titre que j'aime travailler avec les mêmes acteurs, j'aime travailler avec les mêmes collaborateurs. Et pour un tout autre travail et pour d'autres raisons, Thierry Thionang a participé à de nombreux travaux que nous avons menés à Saint-Denis quand je dirigeais le théâtre Gérard Philippe. Je lui ai confié plusieurs actions, il a fait plusieurs spectacles avec des publics très différents, y compris des enfants, y compris le Haut Cœur qui a été ici en 2015, je crois aussi, a été recréé à Saint-Denis avec des enfants de Saint-Denis. Nous avons ensemble avec Thierry mis en scène une troupe éphémère autour des sonnets de Shakespeare, et j'avais cette sensation que j'avais besoin de cette douceur, de ce regard bienveillant de lui sur les acteurs. Je ne sais pas très bien définir sa place, si ce n'est qu'elle est essentielle dans le travail. Et que ce spectacle, on l'a fait ensemble. Je dis toujours que les acteurs sont les auteurs du spectacle, ce qui est vrai. On pourrait dire toujours que c'est des créations collectives, au fond. Et le metteur en scène serait le guide, serait le premier regard, le premier spectateur. Et là, Thierry a participé peut-être encore plus fort du fait que je n'étais pas un metteur en scène dirigiste. D'ailleurs, Valère déteste dire qu'il y a une direction d'acteur. C'est pas une direction d'acteur. On met ensemble des présences, un texte, des mots, des musiciens, un espace, une couleur, une énergie, et on regarde. Et le metteur en scène, c'est celui qui regarde. Et Thierry était autant que moi celui qui regardait. Enfin, on regardait à deux. Et je savais mes travers, je savais mon inquiétude de vouloir aller trop dans le sens de Novarina, dans le sens de la musique et de la brillance. Et je savais que Thierry m'amènerait vers quelque chose de plus sombre, vers les ombres, vers les ténèbres, où au fond on voit beaucoup plus la lumière théâtrale. Alors on a commencé cette conversation en parlant de la musique. On pourrait parler justement de la lumière, puisque vous créez des lumières pour d'autres artistes. Et ici, ça va être une véritable création sur ce plateau. Ça va être comment la lumière? Parce que c'est vrai qu'a priori, on est plutôt dans un univers d'outre-temps, mais en même temps c'est très lumineux. C'est ce contraste, ce grand écart, exactement comme la mise en scène, enfin comme tout le spectacle, entre l'ombre, l'intérieur de l'âme, ces âmes en peine dont je parlais, et le cirque et la joie d'éclairer, la lumière au sens le plus naïf du terme. D'ailleurs, ça correspond au fond, je crois, au rythme de la pièce, enfin du spectacle en tout cas.
on commence comme si on jouait le spectacle devant des enfants, dans une dimension extrêmement naïve, revendiquée, primaire. Et au fur et à mesure, la complexité, le mélange s'opère, le mélange des couleurs, le mélange des sons, le mélange des matières. Et effectivement, on va arriver presque au feu et à cette chose. Oui, tout s'enflamme, et au fond, comme la langue de Valère Novarina, qui est de l'ordre de la combustion. On ne dit pas quelque chose qui doit prendre corps, on dit quelque chose qui déjà a disparu. Je te parlais tout à l'heure du silence, mais dès que le mot advient, déjà il n'est plus. Et c'est cet appel d'air, je crois, qui crée dans cette écriture la nécessité, le moteur de l'acteur. C'est ça que j'aime beaucoup. Et dans la lumière, j'ai essayé de rendre compte de ça. C'est-à-dire ce souterrain, c'est dessous de l'âme, c'est profond, ces intérieurs les plus sombres, au sens les plus cachés, les plus enfouis. Et tout d'un coup, le besoin d'apparaître. L'apparition au théâtre, c'est le premier acte de tout. Et dans la langue de Valère, c'est peut-être encore plus visible. Et l'apparition pour disparaître, l'apparition pour l'annonce de la disparition. C'est ça qui est merveilleux chez lui. Il dit d'ailleurs régulièrement « mimons l'humanité » ou « suicidons-nous », comme si la mort allait permettre d'apparaître sans tous ces masques, au-delà de ce qu'on représente. Parce que vous parlez, il y a une véritable passion qui s'exprime. Alors c'est un spectacle qui a eu quand même une gestation très compliquée, hein, entre le confinement, le fait que vous deviez jouer sous les étoiles et puis vous ne jouerez pas sous les étoiles. Et là, dans quelques jours, ça y est, là, on croise les doigts, mais ici, on sera entouré par des servantes, par une rampe de feu. Dans quel état vous sentez-vous? Et puis, vos acteurs, vos musiciens, toutes les personnes qui participent à ce projet et qui vont de Caribe en Scylla, si on peut dire, depuis 6 mois. Il y a une impatience énorme, mais je crois qu'il est partagé, j'espère. Il y a une prudence. Je pense que tant que ça n'aura pas eu lieu, plus personne ne croira à rien. Et attendons de le faire, et on vous dira comment on était juste avant. Mais pour l'instant, je crois qu'il y a comme le monde dans lequel on est, il y a une incertitude générale qui est que de temps en temps c'est terrible, et puis de temps en temps ça en devient joyeux, et en tout cas on dépasse la critique. Il y a une grande impatience, pour de vrai, de le mettre en vie. On sait bien que, en tout cas, quand on fait un spectacle, tant qu'il n'y a pas eu le dialogue avec l'assistance, avec la salle, on pourrait répéter des mois, en tout cas moi je pourrais répéter des années, et on changerait à l'infini, et on travaillerait différemment, et on est toujours convaincu que ça peut être différent, et c'est vrai. Puis tout d'un coup, à partir du moment où les gens ont vu, j'ai toujours du mal à changer. Comme s'il y avait eu l'accouchement, comme si on sent qu'il y a une longueur, mais on n'a pas envie d'amputer quelque chose qui est né de cette manière-là. Et pourtant, évidemment que ça change tout le temps. L'invisible, l'impalpable est différent chaque soir. On se parle tous les soirs. Enfin, encore plus dans des textes comme celui de Valère Novarina. Il y a besoin de se raconter nos histoires pour savoir qu'est-ce qu'on dit en fait. Mais oui, je crois que ça sera. Il y a une impatience très forte, et ça sera joyeux, et ça sera différent à chaque fois, tout en étant le spectacle tel qu'on l'a imaginé quand même au mois de juillet, tel qu'on l'a réalisé quand même. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, apparemment tout le monde est sous le charme. En tout cas, comme disait Claudel, pour ce spectacle-là, ça s'entend très bien. Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Et j'aime l'idée qu'on écoute ce spectacle comme on entend de la musique, comme on entend une symphonie. Et on comprend bien au-delà d'un récit linéaire. Et on a je crois qu'on a encore peut-être plus besoin aujourd'hui de se raconter
des choses incompréhensibles, de se faire parvenir autre chose que voilà, ce qui est rétréci, ce qui est audible, ce qui devient un peu mesquin et un peu totalitaire quand même. Peut-être une dernière question très prosaïque. Sur ce plateau, dans quelques jours, il y aura combien de pianos? Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup, mais pas forcément beaucoup qui jouent. Il y en aura beaucoup, certains cassés, certains à l'envers, certains pliés, certains dépliés. Ça sera plutôt dans la deuxième partie et c'est absolument magnifique parce que j'ai vu les images. Merci infiniment Jean Bellorini. Merci beaucoup. Et merci à tous.